Le roman d'un chef-d'œuvre, un podcast des ateliers Henri Dougier. Certains tableaux ont cette étonnante capacité de nous réenchanter, corps et âme, de mobiliser notre mémoire, notre imaginaire, nos émotions. Mais comment sont-ils nés? Dans quelles circonstances et à quel moment de la vie de l'artiste? Chaque auteur de cette collection raconte la véritable saga d'un tableau, en le mettant en scène à l'époque et dans le lieu où il a vu le jour. Ces fragments de notre patrimoine universel sont une source inépuisable d'émerveillement et d'empathie. Face aux violences du monde, à nos peurs, à nos tentations de repli sur soi, la voix des artistes réconcilie, réveille et rassemble. Résonne alors en nous cette quête éperdue du beau, la beauté, simplement. Quand il vit partir le tableau, cette fois-ci définitivement achevé, pour être accroché à l'exposition Kunstschau de 1908 au Palais de la Sécession, Klimt crut pousser un soupir de soulagement. Mais à bien y réfléchir, était-ce vraiment du soulagement ou l'intuition d'un désastre à venir pour lui, pour Vienne, pour le monde aussi? C'était donc plutôt un malaise, une crainte confusément ressentie dont il ne parvenait pas à se dégager, prisonnier lui-même de ses éternelles inquiétudes. Lui seul, finalement, savait quel était le véritable sens de son dernier tableau. Était-il arrivé au terme du cycle inauguré il y a déjà quelques années, celui de l'or, comme s'il avait voulu par là rivaliser avec les grands cycles de la poésie romantique allemande, ou même avec Wagner, pêle-mêle, le voyage d'hiver, Lohengrin, l'anneau du Libellung, les grandes symphonies de Mahler. Toute cette mythologie qui avait embrasé l'empire austro-hongrois, l'Allemagne, pour exalter ou déplorer l'esprit de nation, la violence patriotique, les origines des empires, et renouveler, enfin, les mythologies anciennes par de nouvelles épopées. Il se souvenait de sa décision quand il commença le fameux cycle. Sacraliser l'amour et les femmes, les seuls objets artistiques qu'il aimait, disait-il, celles-là seules qu'il voulait peindre, parce qu'elles permettaient d'atteindre dans le tréfonds de leur nature au secret merveilleux de l'être, et il avait cette prétention de le découvrir, d'y pouvoir avoir accès, d'en ouvrir le coffret obscur et de comprendre, car peindre pour lui relevait de cette aventure personnelle et nocturne, de cette avancée pas à pas dans des continents ou des mondes où il ne savait pas au juste jusqu'à quels confins il pouvait s'étendre pour trouver la clé du mystère. La bouche entr'ouverte de ces modèles, cette sorte de plainte qu'il leur faisait émettre, visible sur la toile, au milieu de l'étincellement de l'or, cet abandon à peine perceptible mais réel, infiniment étranger à toute autre lassitude humaine, il voulait savoir d'où il venait, de quelle source il jaillissait. Pour cela, il s'était sans regret, des années durant, enfermé dans son atelier, sans participer aux fêtes données dans les palais viennois, aux bals masqués, aux anniversaires impériaux, aux dîners en ville, dans les établissements de luxe qui longeaient le Ring, renonçant à emprunter une quelconque calèche pour aller visiter ses mécènes ou ses muses, car c'était elles qui se rendaient le plus souvent chez lui, elles qui passaient commande de leurs portraits au-dessus même de leur mari, et qui, dans l'antre de l'ogre, s'abandonnaient irrésistiblement dans ses bras, avant de prendre la pause, à peine sortis de leurs émois. Car ce que Klimt voulait saisir, c'était l'instant précis qui succédait à leur orgasme, l'abandon à peine perceptible après qu'elles ont joui, l'état fugace qui les rendait, disait-il, sacrés. Faire de ces modèles des reines ou des déesses, c'était là le but de sa toute-puissance. L'extrait que vous venez d'entendre est tiré de l'or dans la nuit de Vienne selon Klimt, un ouvrage d'Alain Vircondelet paru aux ateliers Henri Dougier, mêlant récit romanesque et enquête historique pour raconter l'histoire du baiser, le fameux chef-d'œuvre de Klimt, devenu le tableau le plus merchandisé au monde. Alain Vircondelet, bonjour. Vous êtes universitaire, docteur en histoire de l'art et des mentalités, écrivain et biographe de nombreuses figures de l'art, de la littérature et de la spiritualité.
Vous avez notamment écrit sur Camus, Saint-Exupéry, Picasso ou encore Toulouse-Lautrec. Peut-être pour commencer une actualité, le 15 mars 2021, le ministère de la Culture a annoncé que le Rosier sous les arbres, qui est le seul tableau de Klimt présent dans les collections nationales françaises et qui est actuellement conservé au musée d'Orsay, serait prochainement restitué aux ayants droit de ses anciens propriétaires juifs, spoliés pendant la période nazie. C'est un événement historique dans le monde de l'art, Alain Viercondelet? Ce n'est pas un événement historique et unique, en tout cas, puisque depuis quelques années, depuis même quelques décennies, les héritiers de ces tableaux dont ces héritiers ont été spoliés réclament les tableaux de leurs ancêtres ou des collectionneurs ancêtres qu'ils avaient. Donc il y a eu déjà, et particulièrement pour Klimt, il y a eu des tableaux qui ont été rendus, comme par exemple la frise Beethoven, qui a été aussi rendu à ses propriétaires. Donc c'est un événement évidemment important pour l'histoire de l'art. Ça rentre également dans l'histoire de la restitution des tableaux dans certains faits de guerre, particulièrement par rapport à la Shoah. Et pour en venir à ce qui nous intéresse plus précisément aujourd'hui, c'est-à-dire à votre ouvrage sur le baiser de Klimt, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire sur Klimt et en particulier sur ce tableau? En fait, je dois dire que j'avais déjà travaillé sur Klimt, donc le sujet m'intéressait et je me suis rendu compte au cours de mes travaux précédents que finalement, le tableau qui est le plus célèbre de la peinture de Klimt et qui est certainement aussi le plus célèbre tableau de la peinture en Autriche, considéré comme la Joconde du musée du Belvédère, je me suis rendu compte que c'était aussi le tableau qui avait été le plus marchandisé du monde et que aucun autre tableau, même la Joconde, n'avait réussi à avoir une telle diffusion dans le domaine du commerce. Et je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est qu'il n'y avait pas eu d'essai qui avait été réalisé sur le tableau. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce succès à la fois artistique, mais aussi commercial? À mon avis, ce qui inspire le public dans ce tableau, c'est d'abord la représentation. Mais je me suis rendu compte que Klimt n'avait pas l'intention de faire la représentation d'un lien amoureux. Ça aurait été une vision tout à fait romantique à ce moment-là, mais c'est pas du tout l'esprit de Klimt. Donc, je dirais presque que le baiser est un contresens peut-être même que peuvent faire les admirateurs, les spectateurs de ce tableau. Et puis évidemment, la matière avec laquelle le tableau est fait, la feuille d'or, évidemment, joue un rôle très décoratif et joue un rôle très assez accessible justement au public. Oui, tout à fait, c'était ma prochaine question. La part que prend l'or dans ce tableau prend presque autant de place justement dans vos explications et dans votre ouvrage. Mais est-ce que c'est pas un paradoxe justement d'avoir utilisé l'or pour s'opposer, puisque c'était la volonté de Klimt, aux excès et à la décadence de la société viennoise? Bien, d'abord, depuis bien avant le baiser, Klimt s'était intéressé à l'or. Parce que d'abord son frère était un orfèvre et il avait créé un atelier où effectivement il voyait son frère travailler l'or. Donc l'or est vraiment au cœur de l'histoire de la famille et évidemment ça se situe dans une société où l'or a beaucoup été utilisé dans la démesure de la décoration viennoise. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que Klimt est nommé décorateur officiel du pouvoir impérial. Donc, il a un métier de décorateur avant même d'être un métier de peintre. Donc, la décoration à Vienne joue un rôle très important parce qu'elle est le support du pouvoir, la représentation du pouvoir. Donc, l'or joue un rôle très important au départ. Et pour Klimt, l'or, c'est pas seulement la décoration. L'or, c'est le soleil, c'est le symbole je dirais, de la lumière et aussi de l'inaltérabilité. C'est le symbole de l'éternité en ce sens-là. Et donc, le couple amoureux va trouver une identité, je dirais, éternelle à partir du moment où il est embrassé par l'or. Et à ce moment-là, il devient inaltérable. Il n'est pas soumis à la corruption du corps. Et c'est intéressant parce que justement cette représentation de l'amour de façon presque spirituelle que propose Klimt avec le baiser, vous faites le parallèle dans votre ouvrage avec sa propre relation avec son modèle préféré qui était Émilie Floge. En quoi Émilie Floge est-elle une femme moderne ?
Elle est une femme moderne d'abord par son métier et par son indépendance, c'est-à-dire que c'est une couturière du ressort de la haute couture et elle a un style qui s'apparente à celui de Coco Chanel au départ. D'ailleurs, elle la connaît, elle va aller à Paris. Et là, elle ramène aussi cette idée du corps de la femme qui est libre et qui est libérée des corsets et cette clôture dans laquelle on va enfermer la femme n'est pas du tout du goût de Floge. Et elle pense que la femme doit au contraire ou s'ouvrir et c'est pour ça qu'elle préfère des robes larges, d'amples tuniques, à la façon souvent de modèles des primitifs italiens. Donc, on a des photos de l'époque d'Émilie Floge et de Klimt sur le lac à Tersay qui sont assez extraordinaires, avec des grandes casaques, des grandes tuniques. Et est-ce que vous décririez leur relation comme moderne à Gustav Klimt et Émilie Floge? Alors, il y a une relation très singulière au plan sentimental, parce que aucun critique aujourd'hui spécialiste de Klimt ne peut dire qu'Émilie Floge ait été la maîtresse réelle de Klimt. On ne sait pas du tout quelle est la réalité de cette relation, d'autant plus qu'on pense qu'Émilie Floge était aussi homosexuelle. Ce n'était pas quelque chose d'incongru dans cette société viennoise où justement l'homosexualité féminine était, à l'inverse de l'homosexualité masculine, plutôt acceptée et en même temps elle était très pratiquée. Et Émilie Floge semblait être effectivement homosexuelle, mais on ne sait pas vraiment. En tout cas, elle a été sa maîtresse de cœur. Et c'est avec elle que Klimt a passé les moments les plus beaux, les plus forts et aussi les plus équilibrés, les plus harmonieux. Dans votre ouvrage, vous mettez en lumière le processus créatif de Klimt et ses choix, ses convictions, ses aspirations. Pourtant, dans le même temps, vous insistez aussi sur le fait que la naissance de l'œuvre se fait à son insu. Tout se passe comme si la création lui échappait. Ce qui m'amène à cette question, selon vous, l'artiste est-il dépossédé de son œuvre au moment même où il la crée? Est-ce que c'est ce que vous avez voulu transmettre dans votre ouvrage? Je ne sais pas si j'ai voulu vraiment transmettre l'idée mais à partir d'un certain moment, le tableau, et même en littérature c'est la même chose, des personnages échappent à la volonté de l'auteur. Eh bien là aussi, le tableau va à un moment donné échapper. Alors au départ, c'était un sujet très précis qu'il avait traité déjà dans le fameux palais Stocklet qu'il a décoré. Vous savez, il y a des panneaux, il y a la tente, autant qu'il me souvienne, la tente, l'accomplissement et l'arbre de vie. Et peut-être le cavalier aussi. Mais en tout cas, il y avait l'accomplissement. Et dans l'accomplissement, il y a un couple, effectivement, qui est dans la même quasi-posture du baiser de Klimt. Et après, alors ça date de 1904. Et en 1906-1908, il va créer le baiser. Et là, il va reprendre le motif de l'accomplissement. Et il va le reprendre, mais autrement. C'est-à-dire là où, par exemple, dans l'accomplissement, il y a une relation amoureuse qui est très incarnée. On va trouver le même sujet, mais je dirais pas moins incarné, mais on va trouver que quand même il y a une aspiration spirituelle qui n'était pas dans l'accomplissement. Et donc il y a quelque chose qui vraiment dépasse Klimt et en même temps de très paradoxal, parce que Klimt est un homme qui est très incarné, qui quand il peignait dans son atelier sollicitait des femmes prostituées qui déambulaient devant lui nues et même se livrant quelquefois à des actes onanistes pendant qu'il peignait. Donc vous voyez, il y a une ambiance qui est quand même une ambiance très érotisée. Et à un moment donné, cet érotisme-là va totalement disparaître et laisser place au désir profond de Klimt d'arriver à quelque chose de plus éternel. Il y a quelque chose qui lui échappe. Et c'est aussi le propre des grands chefs-d'œuvre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'œuvre est réalisée, c'est vertigineux. Et pour conclure peut-être, qu'est-ce qui aujourd'hui dans les tableaux de Klimt et dans le baiser en particulier donne toujours à penser, et pas seulement dans le domaine de l'histoire de l'art, mais de façon plus large? Bien, je crois que les tableaux de Klimt d'abord montrent la capacité de résistance de la peinture dans une période qui a été à un moment donné la période viennoise que Klimt finalement fracasse. L'apocalypse joyeuse de la période viennoise est complètement traversée par la violence des tableaux de Klimt et en même temps par la modernité et
la singularité que cette œuvre va provoquer au milieu de quelque chose de très convenu, de très conventionnel. Hein. C'est-à-dire, c'est comme Mahler quand il va écrire ses symphonies en plein milieu des valses de Strauss. Voyez, donc il y a quelque chose qui est tout à fait nouveau. Donc le tableau de Klimt révèle cette capacité de la modernité qui est souvent contrariée par la force du pouvoir de résister. Et le baiser particulièrement, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, le baiser c'est l'or. Hein, c'est-à-dire que l'or a résisté véritablement, en fin de compte, à ce qu'on croyait être très puissant, c'est-à-dire l'empire austro-hongrois. Eh bien, on peut dire que le baiser a renversé le pouvoir impérial. Merci beaucoup Alain Viercondelet. Je rappelle que votre livre De l'or dans la nuit de Vienne selon Klimt est paru aux ateliers Henri Dougier dans la collection Le roman d'un chef-d'œuvre. Il est disponible en librairie et en e-book. Rendez-vous sur les réseaux sociaux des ateliers Henri Dougier pour ne manquer aucune de nos actualités. C'était le 2e épisode du roman d'un chef-d'œuvre, une série podcast des ateliers Henri Dougier, conçue et réalisée par Margot Grélier et Gaël Bidan. Vous pourrez réécouter tous les épisodes sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée. Dans le prochain épisode, on s'intéressera à la peinture d'Edward Hopper et à son envoûtant tableau Cape Cod Evening. Il est temps désormais de se quitter sur la sélection musicale de l'auteur. Alain Viercondelet, vous avez choisi de nous faire écouter un passage de la symphonie numéro 1 de Mahler, ici enregistrée à Amsterdam le 16 octobre 1947, lors d'un concert du Royal Concertgebouw Orchestra, dirigé par Bruno Walter. Merci à vous, bonne écoute à tous, et à très bientôt.